Notre première grande édition d'information. Fatoumata Kandé Oumar Bari en direct de ce studio central de la Maison de Radio Guinée pour vous informer, auditeurs. Bonjour, voici les titres de RTG Midi. Une compagnie japonaise reçue hier par le président Alpha Condé au palais Sékou Touréa. La délégation est venue faire un don d'équipement de lutte contre les épidémies en Guinée. Les autorités du pré-universitaire entendent intégrer l'éducation sexuelle en milieu scolaire. C'est ce qui ressort en tout cas de l'atelier qui se tient depuis hier à Kindia. Une rencontre qui mobilise les encadreurs et responsables des clubs des écoles de Mamou, Kindia et Conakry. Un nouveau vaccin contre les diarrhées mortelles sera bientôt disponible sur le marché africain. En tout cas, ce vaccin Made in Inde a été testé cliniquement au Niger et l'on attend que l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé pour sa distribution. L'ex-présidente de l'Argentine, Cristina Kirchner, sera bel et bien jugée pour délit financier dans ce pays. La décision a été rendue publique mardi par la justice de l'Argentine, mais la date du procès n'a pas été encore communiquée. Voilà le sommaire de ce journal. Nous vous retrouvons dans quelques secondes pour les détails. Une fois encore, auditeurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé a reçu en audience jeudi une compagnie japonaise. On vous l'a dit en titre, la délégation est conduite par le directeur général de Toray Industries. Cette compagnie japonaise est venue faire un don d'équipement contre les épidémies en Guinée. Compte rendu, Abdul Karim Condé. C'est une compagnie japonaise qui est venue faire le compte-rendu au président de la République, professeur Alpha Condé, du don de la compagnie de 10 000 équipements contre l'épidémie. Ce don, qui sera remis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, rentre dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le Japon a fortement contribué dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a fait des milliers de victimes en Guinée. Toru Mushikawa, chef adjoint de mission à l'ambassade de Japon en Guinée. Cette mission a fait tout d'abord un compte rendu de leur activité, leur séjour. Particulièrement, ils vont, après cette rencontre, ils vont organiser une cérémonie de remise de dons de 10 000 équipements individuels de protection pour utiliser lutte contre l'épidémie. Le président a félicité et a apprécié leur contribution. On a aussi discuté la future collaboration entre la Guinée et le Japon dans le domaine que la compagnie Toray peut contribuer. Toray est une compagnie japonaise très connue au Japon dans l'industrie de chimie et elle est une première productrice mondiale de fibres de carbone. Cette compagnie japonaise est conduite par Kazuha Musumura, directeur général de Toray Industries. Voilà, c'était plutôt un reportage de Abdul Karim Condé. Bientôt, une base de données routières sera disponible en Guinée. En tout cas, 300 jeunes cadres du ministère des Travaux publics sont partis mercredi sur le terrain. Leur mission est de faire une campagne de schéma itinéraire de l'ensemble du réseau routier guinéen. 7000 km de routes, dont 4000 de routes nationales et 3000 de voiries urbaines seront répertoriées. Pour la ministre des Travaux publics, cette activité permettra de faire une bonne programmation. On l'écoute au micro de Mohamed Touré Oumoutou Kamara. Depuis mon arrivée à la tête de ce département, je me suis fixé certains objectifs. La promotion de la jeunesse, parce que j'ai trouvé au département plus de 400 jeunes fonctionnaires, mais qui ne sont pas utilisés. Donc j'ai mis en place quelques actions pour pouvoir les former et les utiliser. Donc ça va nous apporter non seulement la formation de ces cadres-là dans la connaissance du réseau, et aussi ça permettra au département de faire une bonne programmation des travaux
d'entretien. Vous savez, le réseau routier est beaucoup dégradé. Si la programmation n'est pas bien faite, on passe à côté, on risque d'aller faire l'entretien sur une partie qui ne nécessite pas et d'autres parties où il y a la nécessité, on le néglige souvent. Ça, c'est un point. Deuxième point, on nous évitera d'avoir tout le temps des travaux d'urgence. Tout le temps, ce pont est cassé là-bas, allez rapidement intervenir. Cette route est coupée, allez rapidement intervenir. Donc, si on a une connaissance parfaite du réseau, ça va nous éviter tous ces problèmes. Voilà, c'était la ministre des Travaux publics, Oumou Kamara. C'est l'Union européenne qui appuie ce projet dans son volet appelé Davis Programme. Elle compte poursuivre cette assistance pour améliorer donc le secteur des travaux publics en Guinée. Verlet Smith, chef section infrastructure à l'Union européenne. Ses propos sont recueillis par notre reporter Mohamed Touré. C'est un projet très vaste qui englobe en fait tous les aspects qu'on peut s'imaginer des travaux publics et des transports. Donc on appuie les deux ministères. Il y a un grand volet d'appui institutionnel où on appuie les travaux publics et en même temps les transports. Évidemment, dans les travaux publics, le premier souci c'est de préserver le patrimoine routier qui est là et de l'améliorer en même temps. C'est pour cela qu'aussi qu'on voit les travaux sur la RN2, donc entre Kissidougou et Guékédou qui sont presque terminés. Pour ces jeunes cadres du ministère des Travaux publics qui sont maintenant partis, ils sont au nombre de 30. En fait, ils vont couvrir toutes les routes nationales du territoire. C'est ce qu'on appelle une campagne itinéraire. Donc ils vont regarder bout à bout quels sont les lieux les plus détériorés. Donc ils vont vraiment inventoriser tous les réseaux nationaux. Ils vont le mettre dans une banque de données routières. Et sur base de cette banque de données routières, après on va pouvoir faire une meilleure programmation de quels travaux d'entretien, quels travaux de réhabilitation est-ce qu'on doit appuyer pour le pays. Qu'est-ce que aussi est le budget que le gouvernement doit mettre pour assurer l'entretien. Donc le début programme, c'est le plan de travail annuel qu'on a élaboré ensemble avec le ministère des Travaux publics. Ce programme de travail annuel, il consiste quand même d'une activité très importante qu'on lance aujourd'hui. Des centaines de jeunes sortants des universités et des écoles professionnelles seront bientôt reçus dans des entreprises privées pour des stages de formation pratique. Ces stages s'inscrivent dans le cadre de la composante 2 du programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, un programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains. Selon le ministre de la Jeunesse, des missionnaires sillonnent actuellement des entreprises partenaires pour le démarrage des 10 stages. Moustapha Naïté sera notre invité en fin de journal. L'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire au centre d'un atelier de formation qui se tient depuis hier à Kindia. Les participants sont entre autres les encadreurs et responsables des clubs des écoles des régions de Mamou, Kindia et de Conakry. C'est le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a présidé le coup d'envoi des travaux de cet atelier de formation. Anzéré Corée, c'est en région forestière. Il se tient depuis hier aussi un atelier régional de vulgarisation et d'amendement des textes de loi et de ratification du code de déontologie des organisations non gouvernementales. Il est naturellement question de doter ces ONG d'instruments juridiques répondant normalement au contexte actuel d'évolution des organisations non gouvernementales dans le pays. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. On parle à présent agriculture, direction Bofa, où cette année les récoltes ne sont pas du tout reluisantes. Les paysans parlent d'un rendement agricole très faible à cause du mauvais état des ouvrages aménagés dans les plaines et bas-fonds. Salifou Silla nous appelle de Bofa. Il s'agit de 3 plaines, à savoir la plaine de Sirankan-Korlata, 225 hectares avec 4 ouvrages, la plaine de Kuntulung, Zamburasa, 334 hectares avec 3 ouvrages, et celle de Siboti, Sobané, 187 hectares avec un seul ouvrage. Toutes ces plaines ont été protégées avec des digues de ceinture en 1985 par le projet Rigicole Pedri GM et mis à la disposition de la population. De l'avis de certains cultivateurs de Dipuru, les 3 premières années après l'aménagement,
la récolte était satisfaisante, mais depuis, les rendements ne font que baisser d'année en année. Ce faible rendement est dû, selon les spécialistes, par la dégradation très poussée des ouvrages, d'une part, et d'autre part, par l'envahissement des herbes, un facteur qui fatigue les paysans de cette localité. Raison pour laquelle la récolte de cette année a été catastrophique, car certains paysans disent n'avoir rien récolté. Cette situation inquiète la population et autorités communales et commence à se demander comment se portera la récolte prochaine. Si rien n'est fait, d'ici la saison prochaine, la population de cette localité pourrait être confrontée à la famine. Agence Kirène de presse, Bofa, Salifou Sila pour la Radio Nationale. Retour à Conakry pour parler religion, notamment avec l'atelier de formation de 25 inspecteurs et encadreurs des écoles franco-arabes qui a pris fin hier à Conakry. Cet atelier de 4 jours avait pour objectif de renforcer les capacités des services pédagogiques et administratifs des écoles franco-arabes. El Hadj Morlaye Souma. Cette rencontre qui a duré 4 jours a permis d'outiller les 25 participants dans la mise en œuvre des opérations de supervision, d'encadrement et d'orientation destinées aux enseignants des écoles franco-arabes en Guinée. Les participants à l'atelier se sont engagés à transmettre fidèlement les connaissances acquises au cours de la formation. C'est le cas de Hagia Assanatou Niane. La formation était meilleure parce que c'est la pratique, c'est pas les théories seulement. Il nous a appris comment enseigner la langue Mohadassa, à Tabir, donc toutes les matières là, et en pratiquant, c'est pas en apprenant, c'est apprenez et donnez. Chacun de nous a donné ses idées, comment ça se faire, et on s'est complété. Je m'engage à transmettre à celui qui doit. Selon le secrétaire général du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, le franco-arabe joue un rôle important dans la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme. Casimir Diawara. Nous espérons que sortir de cet atelier, la pratique nous permettra, à travers la théologie que nous dispensons dans l'enseignement franco-arabe, d'apaiser notre vision de la grande religion islamique. Le franco-arabe est une porte d'entrée pour pouvoir lutter contre les extrémismes et le radicalisme. Et nous espérons que le franco-arabe, non seulement en étant vecteur de développement de la science dans notre pays, va aussi contribuer fortement à l'apaisement de l'atmosphère et au développement de la paix et de la sérénité nationale. La rencontre était animée par les experts tunisiens, marocains et guinéens. El Hadj Morlaye Souma, cette édition d'information sur Radio Guinée, c'est aussi le tourisme, direction pour en parler, direction Mali, en Moyenne-Guinée. C'est pour parler naturellement du Mont Loura, plus particulièrement de la Dame de Mali ou encore Néné Fouta. Cette Dame de Mali est appelée aussi Néné Fouta. Située à 7 km de la commune urbaine, cette Dame de Mali symbolise, selon certains, une femme piégée par la magie des hommes à cause de son infidélité, tandis que des scientifiques parlent d'une formation rocheuse taillée par l'érosion éolienne. On en parle avec Kadiatou Souleymane Keita qui était récemment. Selon des historiens guinéens, Néné Fouta a été découvert en 1937 par un commandant colonial français du nom de Maréchal Gaston. Il est qualifié de Dame de Mali à cause d'une pareidolie représentant le visage d'une femme. À côté d'elle se dresse aussi un peu plus bas une formation rocheuse qui ressemble à un homme appelé le Sage de Mali, découvert il y a quelques années. Autour de cette montagne, on rencontre une histoire fabuleuse. El Hadj Ousmane Dieng est historien. Dans un village de Mali, vivait une fille à la beauté rare. Comme toutes ses copines, il fallait aussi trouver un mari. Parmi la dizaine de candidats, la fille a accepté la candidature d'un marabout. Mais un marabout qui était d'une très grande réputation. À la cérémonie de mariage, naturellement, il y a eu les serments. L'homme a juré d'être fidèle pendant toute sa vie. La femme a tenu aussi les mêmes promesses. Mariage terminé. 3 mois après, il y a eu un jeune homme qui est tombé amoureux de cette femme. Il a pris son temps. Il est allé vers elle pour poser sa candidature. La femme dit, je ne rejette pas, mais donne-moi le temps de réfléchir un peu. Un jour, elle a dit, mais pourquoi ne pas accepter? J'ai mon mari d'accord, mais pourquoi ne pas avoir un autre ami? Elle dit, je veux trahir. Elle a trahi. 6 heures, son mari se rend compte que sa femme n'est pas là. 7 heures, 8 heures, 9 heures, il a compris en réalité qu'il a été trahi. C'était le vendredi. Il a pris son livre coranique le plus néfaste. Il a fait face à l'Est. Il a imploré la grâce divine pour dire, Dieu, toi, le maître de l'univers, toi peux récompenser les innocents et châtier les coupables. Ma femme m'a trahi
en ce vendredi saint, que justice soit rendue et que le monde entier sache qui est cette femme qui a osé trahir son mari. On dit que cette prière a été exaucée. Et on raconte que c'est cette femme qui a eu le courage d'enterrer fidélité autre qui a été transformée en rose. À cause de l'enclavement de la préfecture, ce site est très peu fréquenté. Mais certains touristes, par coup de chance, saisissent des occasions pour visiter le site de la Dame de Mali. Marc Rubin est le représentant de l'UNICEF en Guinée. Nous donne l'opportunité de nous rendre compte des beautés de la Guinée. Je pense qu'on peut se rendre compte que la Guinée a énormément à offrir. Il faut aussi regarder la beauté culturelle, la beauté des gens et aussi de ce qui les entoure. Et donc, en tout cas, pouvoir admirer ce site fabuleux que je découvre, c'est un privilège. Mali est l'une des préfectures les plus touristiques de la Guinée avec des potentialités énormes telles que la grotte de Ouyouka, grotte mosquée de Madinakouta, les chutes de Tantou, les puits de Bawal-Paris, la forêt classée de Balaki. Cependant, elle est en manque d'infrastructures hôtelières, sans compter l'abandon total de ces sites à eux-mêmes. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. On vient juste de l'apprendre, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été libéré. Il a donc quitté l'hôpital militaire du Caire dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 ans de détention. Le Raïs Moubarak, 88 ans, est désormais libre. La justice avait décidé, vous le savez certainement, de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011, des manifestations qui avaient entraîné sa chute du pouvoir. Un nouveau vaccin, on vous l'a dit en titre, contre les diarrhées mortelles sera bientôt disponible sur le marché africain. Un vaccin fabriqué par un laboratoire indien. Les résultats de ces cliniques ont été encourageants et ont été publiés il y a 48 heures, j'allais dire. Le vaccin a le double avantage d'être bon marché et de pouvoir être conservé sans réfrigération. De ces cliniques de phase 3 a été menée au Niger sur des nourrissons. Une autorisation de l'Organisation mondiale de la santé est nécessaire pour que les Nations unies et d'autres agences internationales puissent autoriser la distribution du vaccin. Au Bénin, l'examen du projet de réforme constitutionnelle débute ce vendredi à l'Assemblée nationale. Le projet initié par le président Patrice Talon prévoit notamment un mandat présidentiel unique de 6 ans. Une partie de l'opposition rejette du coup ce projet. Plusieurs vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu ces derniers jours à Djibouti. C'est dans la Corne de l'Afrique. L'annonce a été faite par les médias locaux ce vendredi même. 9 d'entre les interpellés ont comparu hier pour activité politique illégale à Djibouti. Au Tchad, les recherches sont en cours pour retrouver les ressortissants français enlevés hier dans l'est du pays, à Doroti, près de la frontière soudanaise. Ces ressortissants enlevés travaillaient pour une société privée de prospection minière. Les autorités malgaches lancent un appel à l'aide quelques jours après le passage du puissant cyclone Enao. On compte 450 000 sinistrés, plus de 80 morts et plus de 250 blessés graves, des maisons et écoles endommagées. Le gouvernement malgache demande une aide de 18 millions d'euros pour venir en aide à sa population. Ailleurs dans le monde, la situation judiciaire de l'ex-présidente de l'Argentine s'aggrave de jour en jour. La justice vient de confirmer que Cristina Kirchner sera bel et bien jugée pour délit financier. Elle est soupçonnée d'avoir causé un préjudice à l'État argentin lors d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisée par la Banque centrale de l'Argentine en 2015, une affaire dite de dollars futurs. Cette affaire implique aussi de hauts responsables du régime Kirchner. Pour le moment, la date du procès n'a pas été déterminée.
Pour la rubrique invité du journal, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui le ministre de la Jeunesse avec Moustapha Naïté. Nous parlons naturellement du programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes Guinéens. Il est notamment question de la composante 2 du dit programme qui vise à placer des jeunes dans les entreprises pour des stages pratiques. Le ministre Moustapha Naïté est interrogé par Amara Kamara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, le président de la République lançait le programme Booster les compétences. Le programme est aujourd'hui dans sa phase de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, je voudrais encore vous dire que ce programme initié par le président Alpha Condé, qui consiste à booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes, rentre dans une vision globale, tirer la croissance vers le haut à travers l'investissement dans le secteur privé. Vous constaterez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à travers la construction naturellement des hôtels, des voies aériennes qui s'ouvrent vers la Guinée pour favoriser l'investissement direct, en sorte que notre économie puisse se prendre en charge. Et quand on veut que notre économie puisse décoller et avoir une croissance positive, inclusive, il faudrait investir dans les ressources humaines. Et donc ce projet, il y a 2 ans, a été imaginé justement pour voir comment accompagner en qualifiant la formation au niveau des universités, au niveau des formations professionnelles et techniques, mais aussi en ayant un partenariat public et privé pour pouvoir investir non seulement dans les jeunes, dans leur formation, mais aussi créer des stages de formation dans les entreprises. Donc ce projet de 20 millions de dollars avec la Banque mondiale qui a mis à disposition ce programme vise 3 composantes. Donc une première composante qui est l'amélioration qualité d'enseignement. La deuxième composante vise à créer ces conditions pour permettre aux jeunes d'aller en entreprise, d'apprendre des stages de formation rémunérés naturellement. Et la troisième composante qui vise à favoriser une meilleure gouvernance en investissant la création d'un cadre d'assurance qualité dans les universités, mais aussi à créer des conditions pour pouvoir avoir des données qui pourront être collectées au niveau de l'Observatoire national. Justement, la deuxième composante confiée à la GIP prévoit l'accréditation des jeunes auprès des centres de formation. Comment cette accréditation va-t-elle se faire? Alors, la deuxième composante, c'est de l'éducation à l'emploi. C'est confié à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et le Fonds national d'insertion des jeunes pour permettre justement que les entreprises qui répondent à certaines exigences, telles que la capacité d'accueil, telles que des maîtres de stage au sein de ces entreprises et qui ont en place une certaine norme standard nécessaire pour l'apprentissage du jeune. Donc, nous en appelons alors aux entreprises qui existent sur la place, que ce soit des multinationales ou des entreprises locales, qui ont ces capacités d'accueil, qui ont des maîtres de stage, à bien vouloir accepter ces jeunes qui ont besoin d'avoir 3 mois, 6 mois d'apprentissage dans ces entreprises pour justement les permettre d'être des futurs employés modèles et pouvoir peut-être, s'ils ne sont pas retenus dans ces entreprises, aller postuler ailleurs. Je rappelle que cette composante, nous accompagnons les entreprises qui auront été sélectionnées avec l'accompagnement des différents patronats qui existent ici. Il y a une équipe du programme Booster les compétences et une équipe de la GIP qui vont dans les entreprises pour justement voir comment ces entreprises pourront être en mesure de recevoir ces jeunes qui vont faire des stages de formation de 3 mois à 6 mois. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'accompagnement dont vous parlez là? L'accompagnement, c'est la prise en charge. La prise en charge de ces jeunes en termes de stage, parce que quand une entreprise doit recruter un jeune, même si c'est pour faire le stage, ça a un coût. Donc nous voulons à travers ce fonds de 4 millions de dollars prendre en charge ce coût-là pour justement faire en sorte que le jeune puisse aller en entreprise, apprendre. Et quel profit ces entreprises auprès desquelles les jeunes vont être accrédités vont tirer comme profit? D'abord, c'est des coûts déjà au niveau des directions des ressources humaines que l'entreprise n'a plus à payer parce que nous prendrons en charge ces coûts, mais aussi ça permet justement à ces entreprises d'identifier des ressources humaines capables de booster l'activité économique même de ces entreprises. Je vous rappelais tantôt la vision même du chef de l'État qui est de favoriser un écosystème de secteur privé qui pourront justement amener la Guinée vers la croissance. Y a-t-il des moyens financiers prévus aussi pour appuyer ces entreprises? Écoutez, dans la première composante, c'est le partenariat public-privé
Donc il y a naturellement un fonds de 13 millions de dollars dans la première composante, des projets qui auront été imaginés en partenariat avec les institutions de formation, soit des universités ou des écoles professionnelles, avec le secteur privé qui en aura exprimé le besoin, monter des projets, et ces projets peuvent être accompagnés jusqu'à hauteur de 400 000 dollars qui répondent d'une part à la qualification des étudiants ou des jeunes désireux à travailler dans ces entreprises, mais qui pourra permettre aussi à ces entreprises d'avoir un personnel apte déjà à pouvoir exécuter le travail auquel ils seront confrontés demain. Au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on peut attendre de la composante 2? Nous pensons qu'à travers cette composante 2, beaucoup de jeunes pourront avoir une première chance d'aller dans une entreprise et apprendre ce qu'ils ont déjà fait comme théorie dans les classes. Merci bien, monsieur le ministre. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par El Hadj Mamadou Soumatessima, coordination générale Amara Kamara, Aminata Sangare, conduite technique Fatoumata Kande, micro Omar Bari, auditeur, vous l'avez suivi. Je vous en remercie. Au revoir. Radio Guinée, 88.5 FM, des flashs d'information toutes les heures.